Merci de renouveler votre fidélité à Mouttétési Télévision. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission Entretien. Et aujourd'hui, pour ces nouveaux numéros, nous allons nous entretenir avec le professeur Dr Dadi Saleh. C'est un acteur politique. Il évolue ici en province du Nord Kivu. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vous. Nous allons également parler de l'actualité, l'actualité du pays. Alors avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans la politique? Est-ce que Dadi Saleh a commencé aussi comme d'autres acteurs politiques par une fondation? Je ne pense pas trop. Certes que, comme beaucoup de jeunes, on a toujours été dans des associations depuis notre bas âge et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans des ASBL, etc. Mais on n'a pas de fondation, effectivement. Et je pense effectivement que on s'est lancé dans la politique parce qu'on pensait que ça ne marchait pas. Et les aspects, tout ce qu'on faisait dans des associations, on a compris qu'il n'y avait pas de soutien de l'homme politique. Ce qui fait que on a pensé qu'il fallait qu'on puisse y aller une fois pour toutes. Alors c'était comment vos débuts dans la politique? C'était comment? Très difficile. Pourquoi? Parce que je pense que j'étais à Bini. C'est pas à Bini que j'ai commencé. Okay. Mais c'est là où j'ai eu vraiment l'intention de commencer. Il y avait tellement des atrocités et des ça ne va pas. En retournant en Goma, je me suis décidé de me lancer, mais j'observais. Comme on a dit, on vous appelle par-ci, par-là, est-ce que vous pouvez rejoindre, etc. Ce qui fait que j'ai été candidat, n'est-ce pas, dans ces partis-là. Je n'ai jamais adhéré à un parti. Dans quel parti? Vous étiez candidat indépendant alors? Non. J'ai jamais adhéré, mais on appelle tout le monde pour être candidat à la dernière minute. Comment expliquez-vous? J'étais candidat dans AMK. Okay. Et avant cela, j'étais plutôt candidat dans Burek. Okay. Burek, parce qu'à ce moment-là, les élections qui avaient raté. J'étais rentré, il fallait faire des choix, et là où on vous appelait, je ne comprenais pas grand-chose, etc. Donc je pense que c'est ça les débuts. Et j'ai compris que c'était, il y a des gens qui confondent la politique et des sales jeux. Ça, c'est sans mes débuts. Donc je me laissais aller, je pensais que les gens qui vous appelaient savaient. Vous causez, vous échangez, qu'ils étaient sérieux. Je suis désolé de dire qu'en grande partie, je n'ai pas trouvé trop de sérieux. C'était juste des petits jeux d'intérêt où on vous dribble, on essaye de dire voilà, vous pouvez, vous ne pouvez pas, et voilà, venez, on va voir, et rien ne s'est passé. J'ai senti qu'il n'y avait pas de profondeur pour les changements de la population. Alors, voilà. En vous entendre dire, c'était une déception au début dans la carrière politique. Alors, pourquoi vous êtes toujours politicien? Oui, parce que j'ai bien compris que comme nous avons une structure politique assez médiocre, je m'excuse, je vais être direct, assez médiocre avec un système assez défaillant et une classe politique à plus de 90% complètement à côté de la plaque, je suis direct. Alors, donc vous êtes là pour apporter un changement, comme tout le monde, entre guillemets. Je pense effectivement, on l'a dit, il faut une révolution de la culture. Il faut qu'on arrive à impulser ce point où on dit la politique, c'est diriger la cité. Pas la politique, c'est voler la cité. Pas la politique, c'est rester dans des postes et piétiner la cité et la population. Malheureusement, jusque-là, je peux vous garantir, madame, je peux vous confirmer avec nos enquêtes que plus de 97% de nos partis politiques fonctionnent avec des autorités morales. Donc, au fond, les gens suivent les personnes plutôt que les idéaux. Et ces personnes-là, à plus de 95%, ça va, il y a des exceptions, à plus de 95%, on n'a que des vrais dictateurs dans des partis politiques. Et de l'opposition et de la majorité. Donc au fond, le peuple, le membre qu'on appelle membre, ça va, ne sont pas des membres vraiment pour l'idéal en général. Sont des membres juste parce qu'on m'a promis des postes, on a appelé un jeune leader, il y a des mamans à qui on a donné des pagnes ou bien des t-shirts pour venir remplir des salles, etc. Nous manquons un peu les écoles politiques, on manque un peu une profondeur. Je n'ai pas dit tous. Je précise bien, mais nos enquêtes ont montré qu'à plus de 93%, ça va, il n'y a pas de bonne gouvernance dans nos partis politiques. Je précise, et de l'opposition et de la majorité. Alors, madame, comment voulez-vous que les gens qui eux-mêmes n'ont pas de bonne gouvernance dans leurs partis politiques, n'ont pas de démocratie, ce ne sont que des autorités morales, c'est-à-dire qu'on doit chanter pour eux, c'est eux qui font tout dans leur petite chambre avec leurs femmes, etc. Et ils mentent un peu à la jeunesse quand ils donnent des postes comme ils veulent. Vous voulez qui que ce soit qui prend le pouvoir. Alors aujourd'hui, Dadi Saleh chante pour qui?
Chanter? Oui. Ben non, je chante pour Vous personne. n'êtes pas dans un parti politique? Non. Écoutez, je ne suis pas dans un parti politique du type qu'on connaît. Nous sommes plutôt avec des amis qui comprennent qu'on doit faire une révolution de la culture. Ça veut dire quoi exactement? Il faut être dans un Je vais être parti précis. politique. Je vais être précis. La politique, c'est la politique, c'est pas l'amitié. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de créer notre propre parti politique. Et on est en train de créer des plateformes avec beaucoup d'amis, beaucoup de révolutionnaires, beaucoup de gens qui sont dans des mouvements citoyens, dans la société, qui ont compris que, ben, écoutez, seule la politique, entre guillemets, dirige la cité dans des sens profonds. Vous êtes en train de créer un parti politique. Tout à fait, madame. 2023, c'est dans quelques mois. Alors, ne pensez-vous pas que vous êtes en retard? Non, absolument pas. C'est ça la question. C'est quoi l'objectif de Non, il ne faut pas réfléchir élection. De... C'est même ça la bêtise qu'on trouve dans notre sphère politique. Plutôt que réfléchir à court, moyen et long terme, les gens réfléchissent élection 2023. Qu'est-ce qu'il y a en 2023, madame? Ben, rien que des élections. Des élections, ben, c'est pas ça la transformation de la République démocratique du Congo. C'est quoi l'objectif d'un parti politique si c'est pas les élections? C'est conquérir. Pas avoir un poste. Conquérir le pouvoir. Non, voilà. Pas avoir des postes pour avoir des postes. Je vous ai dit, c'est ça le malheur. Et c'est un point profond. On a des partis politiques en grande partie. Je m'excuse, il ne faut pas qu'on dise que j'ai dit tout le parti. J'ai dit plus de 90% des partis politiques. C'est avoir des postes, comme vous avez dit. Juste pour avoir des postes. Non. Un parti politique essaie de conquérir le pouvoir pour le diriger, effectivement, et le maintenir le plus longtemps possible. On est d'accord? Mais pour faire quoi? Pour changer. Il y a un idéal. Pour emmener une pierre. Pas juste pour être député. Pour avoir des députés. Pas juste pour être ministre. Pas juste pour être gouverneur. Je vous donne un exemple. C'est bien que vous pensez que vous puissiez être ministre et gouverneur et avoir le plus de députés et on égorge les gens dans votre village et partout matin, midi, soir. Et vous restez député. Et vous restez gouverneur, et vous restez ministre, et vous allez dire que votre bilan est positif. C'est bon quand vous voyez votre population en train de mourir totalement de famine, tous les chiffres sont clairs, ça va, malnutrition, etc., aiguë, la guerre, etc. Mais vous êtes député, et vous êtes gouverneur, et vous êtes dans les pouvoirs, comme vous avez dit, conquérir les pouvoirs. Non, ce n'est pas ça ma conception d'un parti politique. Donc 2023 n'est pas mon vrai objectif, madame. En 2023, l'objectif, c'est d'amener une pierre, s'il le faut que ce soit aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que là, nous sommes à l'étape de la documentation, à avoir les documents officiels, ça traîne un peu. D'ici là, Dieu aidant, il faut l'argent. Alors, pourquoi créer un parti politique à quelques mois des élections? C'est ce que je vous ai dit. Ce que nous créons n'a rien à voir avec les élections. Et j'ai dit que c'est ça la réflexion tronquée. Parce que nous pouvons changer la République avant les élections, et nous pouvons changer la République pendant les élections ou bien après les élections. Surtout que nous parlons de la révolution. Cette révolution-là, je vous ai dit, madame, on peut avoir les élections en 2023, mais si nous restons avec cette structure politique, ces systèmes politiques et cette classe politique que nous avons, alors là, nous allons juste déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça va changer quoi? À quoi nous servent les élections? Les élections, c'est pour un changement. Et surtout pour notre pays, pour l'Afrique, je suis un révolutionnaire, je suis un panafricaniste. Pour l'Afrique, il faut une profondeur. Il ne faut pas tâter. Il ne faut pas des petits changements. Non, il faut des gens qui arrivent et qui inversent effectivement la pyramide. Qu'on n'ait plus les gens politiques trop riches et c'est eux qui se donnent des postes comme ils ont. Et vous le voyez, madame, ils construisent des hôtels. Matin, midi, soir. Vous avez vu des gens... Qui par exemple? Je ne vais pas citer quelqu'un parce que c'est ridicule. Mon débat ne concerne pas les individus. Non, ça concerne toute une structure. Vous avez un nom, peut-être. Non, il y a tellement de noms que vous connaissez des hôtels qu'on a là. Vous connaissez des gens qui ont été ministres pendant 2 ans. S'il vous plaît, je ne vais pas les citer. Vous avez peur de citer non, Martin je n'ai Fayou, pas du tout peur. Vous avez peur de citer... Je n'ai pas peur. C'est une question de déontologie. Au moment opportun, je pourrais les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. Si je cite 2, 3, vous avez peur de citer Bahati Lukwebo, je n'ai pas peur, effectivement, parce qu'ils sont nombreux, presque tous. Donc, si vous voulez que je commence à citer, je pense que je vais passer toute l'émission en train de citer les noms, parce que c'est plus de 90%. Ils sont tellement riches, ils construisent des hôtels, c'est eux qui donnent même des parcelles, s'il vous plaît, à des personnes, à des milliers d'individus. C'est eux qui font sortir les gens dans des hôpitaux, parce qu'ils ont l'argent, plutôt que construire les systèmes sanitaires. Vous voulez que je cite vraiment tout ce monde-là? Oui, je vais pas faire. Non, ils sont nombreux, madame. Trop nombreux. Et que tout le peuple les connaît. Et nous les connaissons tous. Je pense que la liste n'est pas exhaustive. Je ne vais pas frustrer qui que ce soit. Donc, je pense effectivement que si nous ne changeons pas la profondeur,
pour les élections 2023, 2028, quelles que soient les élections. On vient d'avoir les élections du gouverneur. Apparemment, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. C'est très important. On va avoir d'autres élections probablement. On devait avoir les élections municipales de la base. Ça n'a jamais eu lieu. Ouais. Pour moi, ce sont les élections les plus importantes qui devaient avoir lieu. Ça n'a pas encore eu lieu, jusqu'à preuve du contraire. Donc je pense que les élections, ce sont des faits et que c'est important. Mais je vais vous rassurer que ce n'est pas la chose la plus importante pour les Congolais. Pour moi, les Congolais, avec le parti qu'on est en train de créer, qui est déjà là, qui existe sur le plan de fait, ne vous en faites pas, on est déjà dans plus de 65 villes et cités, installés, mais on cherche seulement les documents pour maintenant faire un peu de bruit, entre guillemets. Ça va? Donc, l'idée, c'est la vraie transformation. Qu'on puisse prendre le pouvoir ou pas, si nous pouvons participer à la transformation de ce pays, à la prise de conscience qu'on ne doit plus avoir des antivaleurs comme valeurs, c'est-à-dire voler, piller, s'enrichir et garder la population dans la paupériser la population, je pense que ça serait une bonne contribution. Alors nous allons un peu analyser l'actualité politique. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes également analyste politique avec l'annonce de Matata Mponyo aux élections présidentielles de 2023. Il a rencontré Martin Fayoulou. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition aura une force avec la présence de Matata Mponyo? Là, nous parlons de quelle opposition? Parce qu'à ma connaissance, je ne sais pas s'il est de quel camp. Il a juste fait une rencontre. Oui, lors du congrès, il a annoncé que son parti va évoluer dans l'opposition. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez qu'on puisse s'acharner contre les déclarations ou bien les faits? On a eu autant d'opposants qui n'étaient absolument pas des opposants. Donc je pense que le peuple congolais, on doit vous... à l'époque de Mobutu, je pense qu'on avait eu tout un tas d'opposants. Et même jusqu'à aujourd'hui, je vous pose une question simple. Ça va? Comme vous voulez qu'on cite des noms. Je n'ai pas peur des noms, ne vous en faites pas. Okay. Monsieur Katumbi est-il dans l'opposition ou bien dans la majorité? Mais il est avec le Martin Fayoulou. C'est la question que je pose. Ouais. Si vous connaissez, si monsieur Katumbi est dans l'USN, c'est quoi? L'Union sacrée de la nation, mais ses actes sont de l'opposition, alors là, si on ne sait pas définir, il est dans l'opposition, bien dans la majorité, je vous assure, Bemba est-il dans l'opposition, dans la majorité? Eh bien, on peut penser qu'il est dans la majorité. Ça va. Vital Kamerhe et l'UNC. Est-ce que l'UNC est dans l'opposition de la majorité? Je pense qu'il se place du côté de la majorité. Donc, on a toute une confusion. Je vous repose l'autre question. Non, je nous repose, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on a déjà eu au Parlement les représentants de l'opposition? Vous savez pourquoi? On n'en a pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'opposition... Et pourquoi donc? Eh bien exactement, parce que l'opposition n'arrive pas à se constituer. On a tellement de traîtres qui ne savent pas ils sont où. Alors avec la présence de Mapon, est-ce qu'on peut dire que l'opposition va arriver à se constituer maintenant? Non, ça ne me dit pas grand-chose. Je suis désolé. Donc c'est un événement pour vous? Pour moi, au fond, il y a tellement des événements qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent des non-événements parce que moi, je veux le faire. Je ne veux pas de spéculation. On a tellement de gens qui sont dans l'opposition, qui entrent matin, midi, soir et qui sortent, ça va, par rapport à leurs petits intérêts. Comme je vous ai dit, il suffit seulement qu'on leur donne quelques millions et des postes, et exactement, on ne sait plus là où ils sont. Donc je demande au peuple congolais qu'on puisse être vigilant. Pour moi, je vais être franc, madame, avec vous, cette structure politique a été sapée par des gens qui aujourd'hui, j'étais à Kinshasa, et il y a un, comme vous voulez qu'on les cite, il y a l'ancien, qu'on appelait Tchakoul National, ça va, qui a dit qu'il voulait transformer les Congo. Et qui a appelé les gens. Ça va? Il veut transformer les Congo. Et comment? Eh bien, très bien. Alors, je me dis, ce que je veux insinuer, j'ai dit insinuer, parce qu'on n'a pas nécessairement de preuves, ça va? Je pense qu'on ne peut pas compter pour les changements de la République démocratique du Congo, on ne peut pas compter sur cette ancienne classe politique. Ces noms-là que les gens connaissent aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous ai dit, je ne veux pas citer nécessairement de noms. Ces noms-là que les gens connaissent. Des gens qui ont été des premiers ministres qui ne savaient même pas contrôler ni l'armée, et eux-mêmes en l'ont dit, qui ne savaient même pas contrôler ni l'armée, ils ne savaient même pas contrôler les secteurs miniers. Ils savaient contrôler quoi? Quoi exactement? Donc, quand quelqu'un a 20%, ici on a tendance à l'applaudir. On a des gens qui ont 20%, 30%, 10%, 5%. Je pense qu'on a même des gens qui ont des moins. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait quelque chose. Mais la moyenne est tellement au bas de l'échelle. J'ai étudié à Litige, ça va?
Si vous avez moins de 30%, 40, 50, on vous renvoie à la première période. Donc tous ces gens-là, pour moi, devaient être envoyés. Donc cette structure et classe politique que nous avons actuellement, je pense qu'il continue à balbutier un peu parce que le peuple, on ne s'est pas encore bien décidé. Mais nous sommes en train de demander au peuple, à tous les vaillants, à tous les révolutionnaires, ce ne sont pas ces gens-là qui vont transformer cette nation. Absolument pas. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils sont la plupart des fois des collabos. Il y a des gens que c'est l'Europe, les États-Unis qui mettent, et vous pensez qu'ils vont venir changer quoi? Donc, ce que vous venez de dire là, alors, je ne compte pas trop sur eux. Alors, en parlant toujours de Matata Mponyo, bon, moi, je ne parlais pas de Matata Mponyo. Non, non, moi, je suis en train de parler de lui. C'est l'actualité. Il a annoncé sa candidature alors qu'il est poursuivi par la justice. Est-ce qu'on peut dire que Matata Mponyo est en train de vouloir échapper à quelque chose en annonçant directement sa candidature comme ça? C'est la politique. Il a le droit comme tout Congolais. On a déjà eu beaucoup d'annonces. Avant-hier, c'était encore une autre personne. Il y a tellement de candidatures. Jusque-là, tout Congolais a le droit d'annoncer sa candidature. Pour Matata Mponyo, on sait qu'il a des problèmes avec la justice, tout le monde le sait, Bukangalonzo et d'autres points, avec son université au Maniema. Il a fait un bon travail en général, mais il y a beaucoup de couacs. Ce qui fait qu'on va laisser à la justice faire son travail et qu'il est politicien, n'est-ce pas? Il a maintenant son parti politique, il a fait les choix et que je pense que ces deux points ont des liens, certes, mais la justice doit faire son travail parce qu'il y a des gens qui ont pillé. On vient de laisser de la prison presque tout le monde par rapport à la question des 100 jours. En fin de compte, je me demande qui a pillé ici. Parce qu'on ne sait plus qui a pillé, qui n'a pas pillé. L'argent s'est envolé, mais personne n'a pillé. Il n'y a pas de coupables. Donc, il nous faut des coupables. Je ne dis pas que ça doit être Matata Mponyo, n'est-ce pas? Absolument pas. Mais je sais que ça risque de les rattraper. Ça, je peux vous les rassurer. Ça risque de les rattraper et ce n'est pas un petit combat des enfants. Les jugements, quel que soit ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, la question de fond n'a jamais été traitée, madame. Absolument pas. C'était juste la question de forme. Nous, le peuple congolais, on ne veut pas des gens protégés. Quel que soit votre titre, je demanderai que les immunités, les etc. Enlevez-nous toutes ces histoires-là. C'est lui qui a pillé l'argent du peuple congolais, qui a fait en sorte que à Mabanga, à Birere, que nous puissions avoir cette pauvreté accrue que nous sommes en train de voir. Et eux se sont enrichis. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. S'il faut changer toutes les lois pour tous les arrêter, madame, je suis d'accord. Okay. Donc je vais au-delà de ces petites considérations de forme, où quelqu'un peut être protégé, cour constitutionnelle ou bien par la politique. Tout celui qui a volé l'argent du peuple congolais devrait être arrêté et même pendu. Je précise bien, parce que je ne suis pas là pour blaguer. Alors, professeur, avec cette révolution que je vois en vous, oui, vous pensez vous présenter aux élections à quel niveau? Je vais me présenter, je vous rassure. Et là, nous sommes en train de peaufiner les stratégies. Je vous précise que je vais me présenter. Okay. Je ne sais pas à quel niveau, parce qu'on fait des négociations avec beaucoup d'amis révolutionnaires, beaucoup de réunions. Nous sommes en train de concocter un plan et voir effectivement ce qui va se passer. Donc, j'aimerais assumer le maximum de responsabilités pour le bien-être de la République démocratique du Congo. On tâte aussi la population, parce que la population nous écoute, nous voit et ils voient un peu. Mais nous sommes tout un tas de jeunes, des gens capables, et au moment opportun, madame, vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura des candidatures, les gens vont s'étonner. Alors merci, nous allons toujours parler de l'actualité, nous allons parler de la situation sécuritaire. Ne vous gênez pas. Alors le président de la République était devant les représentants de la diaspora en Côte d'Ivoire, il a évoqué plusieurs sujets qui ont choqué, notamment la population. Il a chargé l'armée congolaise d'être à la base de l'insécurité. Alors, quelles sont les propositions? Comment vous analysez ce propos du président de la République et quelles sont vos propositions pour barrer la route à ces éléments de l'armée, de la police qui sont impliqués dans l'insécurisation de la RDC? J'étais choqué comme beaucoup de gens, estomaqué, frustré et même encore une fois déçu. Mais au fond, je le savais déjà. Parce que je vous ai dit, je viens de vous le dire, on a une très mauvaise structure politique en Afrique en général et en République démocratique du Congo. On a un très mauvais système politique avec ses autorités morales qui se pensent être des super-hommes, etc. Mais en chutant, on a une très mauvaise classe politique. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un Lingeti puisse donc on peut dire qu'on a un très mauvais président. J'ai dit on a une très mauvaise classe politique. Okay. Je précise bien, il fait partie de la classe politique et il est au sommet.
Donc je ne dis pas qu'il est bon. Non, absolument pas. Parce que s'il était bon... vous dites qu'il est mauvais. Mais il faut que je le dise en anglais, en français, en chinois ou bien en kiswahili. J'ai dit, on a tellement au sommet de l'État une très mauvaise classe politique que je n'espère rien d'eux. Donc ces déclarations, je suis enseignant, madame, ça va? Il a dit que je n'ai ni la matière, je n'ai ni les comportements, au fond je n'ai rien. Donc, il a dit effectivement que les recteurs Ouasso, les professeurs Ouasso, les PO qu'on respecte énormément, qui n'a ni la matière, ni les comportements, il n'a rien. Il a dit que mon enseignant de l'école secondaire que je respecte beaucoup, Kaposo, ça va, qui ne connaît rien. Il a dit qu'effectivement que notre savant en management, Saman, ça va, il n'a ni les comportements, ni la matière, il ne connaît rien. Donc alors, nous devons devenir tous des Belges. Ça peut justifier le fait pour certaines autorités d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Je pense que c'est la chose la plus ridicule parce que vous voyez effectivement les résultats de ces enfants qui sont allés à l'étranger. Et vous êtes en train de voir. C'est quoi les résultats? Mais les résultats, c'est qu'il y a des massacres à Béni. Ça va, on ne sait pas relever notre économie. C'est parce que ces enfants ont étudié à l'étranger qu'il y a des massacres à Béni. Je ne sais pas. Parce que de toutes les façons, là, je réponds directement à votre question. Ouais, ça va. Écoute. Je pense effectivement que moi, la science, c'est la science. Que ce soit à Harvard, je donne le même cours à l'étranger qu'ici en République démocratique du Congo. C'est la même matière et on est apprécié, beaucoup apprécié, et à l'étranger et en République démocratique du Congo. Donc, en grande partie, il ne manque pas des brebis galeuses, n'est-ce pas? Des moutons noirs, comme on dit même dans votre métier de journaliste. Donc, je ne dis pas que tout est blanc. Mais quand on généralise, ça va, de la sorte, surtout quand vous êtes les garants de l'éducation. 3 ans et demi, on vous a mis là-bas pour arranger l'aspect éducationnel de la République démocratique du Congo. Et tout ce que vous avez à dire, c'est nous injurier. Injurier les gens qui vous ont fait étudier. Ça s'appelle manquer du respect. Vous savez, madame, pourquoi je respecte les enfants, les enseignants qui enseignent à l'école maternelle, qui m'ont enseigné, qui enseignent mes enfants. Ils font un travail extraordinaire. Quel que soit ce que nous avons, le JM, il m'a enseigné en 2e année à litige, le français. Je vous parle parce qu'il m'a enseigné. Ouais. Et je pense que je parle en français. Ce n'est pas aussi mauvais que ça. Donc le professeur pense que, le président de la République pense que cet enseignant-là n'a pas la matière. Comment est-ce qu'il a été capable de me transmettre cette matière-là? Donc je pense que le président a totalement tort. Je suis désolé, madame, mais je le comprends. Parce qu'apparemment, il ne maîtrise pas, je suis désolé. Apparemment, il ne maîtrise pas la situation. Et là, je vous parle d'un élément... Mais écoutez, il a dit qu'on n'enseigne pas, il y a même des notions par rapport à l'environnement, n'est-ce pas, au climat, qu'on n'enseigne pas en République démocratique du Congo. C'est faux, madame. Il devait se renseigner et je pense que le président n'est pas supposé... Donc là, il était en train de peut-être de justifier l'échec de la gratuité. Je vous précise qu'en 8e année, pour l'instant, il y a des cours en, je pense, sciences physiques où on apprend aux enfants exactement toutes ces histoires des climats. Et moi, mes enfants, à la maison, je vois des devoirs où on parle des climats. Donc, il ne faut pas penser que ça ne se fait pas. Ça peut ne pas se faire très bien, nous sommes d'accord, mais lui, il a compris qu'il faut que tout le monde puisse aller en Belgique. Non, il ne connaît pas, je suis désolé. Il n'a pas l'info, parce que c'est faux. J'ai des preuves à l'appui. Excusez-moi, le président, il est congolais comme moi. Donc, il n'a pas le droit de mentir au nom de l'éducation, au nom des enseignants. Il puisse se renseigner. Et ce qu'il devait faire, avec un peu de sagesse et de diplomatie, c'était se taire. Se taire, il prend des sujets où il maîtrise. Il dit ces sujets-là, le ministre de l'enseignement, de l'EPSP pourra vous éclairer. Ces sujets-là, le porte-parole pourra vous éclairer. Il est quand même président de la République. Je pense qu'il n'est pas obligé de tout maîtriser. Mais avant de sortir quelque chose de sa bouche, je vous assure, madame, il devra bien avoir des conseillers qui lui disent... Donc c'est un conseil que vous donnez au président. Mais je lui donne depuis qu'il a pris le pouvoir. Je pense qu'il parle un peu des choses qu'il ne maîtrise pas. Là, il condamne toute une armée. Ça va? Toute la police, il devait relativiser parce qu'il connaît au moins parler français. Il a été en Belgique. Ça, je suis sûr et certain. Il pouvait dire quelque chose comme ça. Dans l'armée, comme on vient d'en arrêter en Ituri, n'est-ce pas? On a arrêté des militaires qui vendent des armes à Kadeko. Les preuves sont là. Donc, on peut dire... avait raison, non, il n'a pas du tout raison. Il n'a pas dit à certains. Ça, c'est vous qui le dites. Il a dit l'armée et la police, nécessairement, sont aussi, entre guillemets, complices. Donc, il a généralisé. C'est une question de français. C'est la raison pour laquelle on lui demande de s'excuser. Mais pour les enseignants, ce n'était pas le cas. Mais pour le militaire, il a été un peu induit en erreur par rapport aux Français, qu'il connaît, malheureusement. Donc, on sait qu'il y a certains militaires
Ça va? Certaines personnes dans l'armée, des infiltrés, etc. Mais il ne devait pas généraliser. Mais son français, et nous aussi nous connaissons français, comme lui. S'il pense que lui, il a appris avec des enseignants meilleurs que nous, alors là, il se trompe. Non, c'est ça, même les ridicules, je suis un panafricaniste. Le président a été ridicule. Il doit s'excuser auprès du peuple congolais. Ça va? Et c'est une obligation. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 5 de la Constitution, c'est nous son chef, le peuple. Oui. Les souverains premiers et primaires. Mais avec ces histoires d'autorité morale, il y a des gens qui deviennent des présidents, des ministres, même des simples gouverneurs. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils commencent à raconter des trucs. C'est ça la politique. Non, c'est pas ça la politique, madame. Je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit on veut changer cela. Ce n'est pas ça la politique. Ça, c'est de l'escroquerie. La politique, c'est la direction de la cité pour sortir le meilleur de la population et offrir le meilleur à la population. Pas se servir. Devenir riche, raconter des gens, dénigrer les enseignants, dénigrer... ça, c'est quelle image il va vendre? Parce qu'il est le numéro 1, le premier Congolais. Quelle image du Congo il est en train de vendre à l'étranger? Surtout à l'étranger. Écoutez, madame, parce que les gens peuvent se dire, mais Dadi, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire si nous constatons, par exemple, qu'il y a des infiltrés, il y a des ça ne va pas dans l'armée? Je vous ai donné des tâches, c'est lui le chef. Okay. Je vous ai donné des tâches et vous n'avez pas répondu, mais il appelle. Il y a des conseils des ministres, il appelle les généraux comme il le fait. Ça va, l'élève sale se lave en famille, comme on le dit. Il peut appeler tous ces généraux-là et leur dire non, je ne suis pas content avec ça. Il tape sur la table. Là, vous n'avez pas bien travaillé. Mais pas devant des caméras, devant toute la terre. Et les gens vont dire non, il dit la vérité. Non, c'est ridicule. Il ne comprend pas que c'est lui le chef. Ça va des armées. C'est lui les garants de la nation. Non, au fond, c'est lui qui a échoué. Ce n'est pas le général militaire. C'est un humain. Mais écoutez, un humain, ça va. Ça, j'ai répondu à cette question plusieurs fois, madame. Un humain, nous avons besoin des résultats. Un humain qui ne sait pas avoir des résultats comme président, comme gouverneur, il démissionne. Parce que le peuple n'a pas besoin de savoir que tu es humain et que tu es incapable de comprendre des petites choses. Ça va? Alors, tu démissionnes. Vous allez vous présenter aux élections aujourd'hui, en 2023, pardon. Vous allez aussi diriger. Alors... quelles sont les propositions que vous avez pour barrer la route à certains éléments de forces armées, de la RDC et de la police qui sont impliqués dans des massacres? La première chose, c'est notre philosophie. Okay. La philosophie Kujitegemea. Tomilukela, Tujikelala, Kusosange Mosi. C'est-à-dire que nous devons comprendre que le premier point, nous devons dépendre de nous-mêmes. Nous avons en tant que Congolais des solutions, madame. Et ce n'est pas moi seul. C'est tous les Congolais, toutes ces intelligences qu'on doit mettre ensemble et ne pas compter sur les États-Unis, ne pas compter sur la France, ne pas compter sur la FMI. Ça, c'est la plus grosse erreur. Ne pas compter sur l'armée ougandaise pour venir finir notre guerre. Ça va. Mais pourquoi est-ce qu'on applique très mal l'article 85 de la Constitution d'état de siège? Pour moi, il n'y a pas eu d'état de siège. Sokola 1 pouvait continuer Sokola 2, sans problème. C'est très mal appliqué. Déjà, c'est prévu dans la Constitution 30 jours. La lettre et l'esprit de la Constitution, c'est 30 jours. Même si on peut renouveler, erreur encore une fois dans la Constitution, on n'a pas précisé, mais c'est une bêtise. La lettre, c'est 30 jours. Les prolongations, ce ne sont que des exceptions. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer l'article 63, madame, de la Constitution, qui demande à ce qu'on puisse être capable, à des moments difficiles, comme pour moi, je vous dis, il y a génocide en République démocratique du Congo, il y a pillage, il y a un complot international contre la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Donc, on ne peut pas prendre des petites mesures avec ces leaderships très faibles, excusez-moi le mot. Non, on prend des petites mesures. Que dit l'article 63 ? Nous avons la possibilité d'avoir une grande armée et de donner même des armes à tout le monde s'il le faut. C'est ce qui se passe en Ukraine. Vous avez vu quelqu'un condamner l'Ukraine? Vous voyez, l'Ukraine résiste tant bien que mal. Ça, c'est un autre problème. Mais il résiste tant bien que mal devant toute cette grande puissance. Mais nous, nous sommes les dindons de la farce. Tout le monde peut faire des incursions en République démocratique du Congo sans même que notre diplomatie ouvre la bouche, que ce soit l'Angola, que ce soit les Rwanda. La proposition concrète. La proposition concrète, c'est qu'on se prend en charge. Je viens de vous donner déjà des articles de la Constitution. Okay. Ce sont des propositions concrètes qu'on devait déjà mettre en place. Si j'ai la chance de prendre et on va prendre le pouvoir, ce n'est pas moi, ça sera l'idée. L'idée, c'est Kujitegemea. Okay. Pour quelles raisons nous faisons des contrats, ça va, pour la transformation de nos propres minéraux à des pays théoriquement qui n'en ont même pas les moyens? Non, je pense qu'effectivement qu'on est en train de vendre à moins cher la République démocratique du Congo. Madame, je prends le pouvoir, je suspends tous les contrats miniers. Okay. Suivez-moi très attentivement. Et les gens vont avoir peur. Parce que pratiquement, plus de 90% des contrats miniers que nous avons, c'est des contrats léoniens.
Et ce n'est pas les responsables, l'ancien responsable de la FEC, comment il s'appelle encore une fois, à l'époque de Kabila, jusqu'à un temps, il a répété. Nous n'avons que des contrats miniers. Si le président avait le poids, le leadership nécessaire, je vous dis, je suspends pour 5 ans, pour 2 ans, pour 1 année, j'ai dit tous les contrats miniers. J'ai dit tout, sauf exception. Nous faisons table rase. Je suspends tous les contrats par rapport au bois. Quelqu'un va penser que mais la République démocratique va mourir. Non, nous n'allons pas mourir, madame. Notre coltan à Walikale peut permettre à la République démocratique du Congo de vivre même 10 ans, même 20 ans, sans compter sur quoi que ce soit. Ça va donc, la philosophie Koujitegémia, elle est déjà là, madame. Nous prenons le pouvoir, nous devons avoir une armée forte. Première chose à faire, ça va. Monsieur le Président, vous touchez combien? Si vous ne savez pas, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Vous touchez 10 000, c'est fini. Et vous avez beaucoup d'avantages. Les députés, la tension salariale doit être respectée. Parce que pour l'instant, nous avons des gens qui touchent énormément d'argent, qui se font des voyages avec l'argent de l'État congolais. Vous voyez des vidéos sur WhatsApp et partout. C'est ridicule. Ils ne sont même pas punis. Absolument pas. La corruption est devenue endémique. Est-ce que vous savez qu'effectivement, que donner des jeeps, ça va, aux députés, c'est une corruption. Au minimum moral. Et si quelqu'un peut venir me dire l'inverse, madame, je suis prêt. Venez, on va faire ces débats-là. C'est une corruption morale au minimum. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, ça va, le pouvoir législatif doit être indépendant. Donner des 5 000, des 10 000, des 15 000, bababa sous la cité. Tous les témoignages sont là. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés? Et pourtant, la loi dit que et les corrompus et les corrupteurs doivent être déférés devant la loi. Mais ces corrupteurs, on les connaît. C'est le pouvoir exécutif. On peut dire que le gouvernement se reproche de quelque chose pour corrompre les députés. Ben, pas ces reproches. Ils le savent très bien. Nous sommes dans le son de la corruption. Quand je vous dis qu'on doit changer la structure, madame, je ne blague pas. Pourquoi vous donnez des jeeps? Pourquoi vous donnez des 5 000? Est-ce que vous ne le savez pas, moi et vous, même si les gens font semblant? 10 000 aux députés, 15 000 aux députés, l'argent sort d'où? Des caisses de l'État? Pourquoi? Et ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont pas encore reçu les 15 000, 5 000 ne vont pas voter telle loi, etc. Ça sort d'où? Du pouvoir exécutif. Ça s'appelle corruption. Ils le disent officiellement. Mais ils le disent officiellement, vous ne savez pas, Bababa Tsoula a déclaré 15 000. Pour sortir ma bounde, ils ont reçu combien? Ils l'ont déclaré. Professeur, nous ne restons qu'avec 1 minute. Oui, alors, j'ai une toute dernière question. Lors de la gouvernance de Carly Nzanzu Kasivita, le gouverneur militaire, le gouverneur civil en congé, oui. Aujourd'hui, il y a un gouverneur militaire, un gouvernement militaire avec les policiers. Alors, nous avons vu des politiciens critiquer la gouvernance de Carly. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de demander que Carly puisse revenir, le gouverneur civil. Alors, comment est-ce que vous pouvez évaluer ces deux gouverneurs, le gouverneur militaire et le gouverneur civil? Personnellement, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas demandé à Carly de revenir, parce que là, c'est trop individualiser les débats. J'ai dit que la Constitution doit être appliquée. Le gouvernement civil doit reprendre sa place, que ce soit Carly ou pas. Je ne parle pas des individus. Et que je ne suis pas contre le gouverneur Ndima. Non, non, absolument pas. Mais il essaie lui-même. Il n'est pas gouverneur normalement. C'est une situation exceptionnelle. Donc, si je dois faire les bilans, je ne préférerais pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un autre grand débat. Qui a mieux travaillé, qui n'a pas bien travaillé? Mais vous savez très bien qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi, en grande partie. Donc la plupart des fois, je vous ai dit, nous avons une situation tellement catastrophique où celui-là peut faire un peu mieux 1% de plus, 2% de plus et on commence à spéculer. Non, il faut changer totalement la structure. Ce qui fait que cette comparaison entre son Excellence le gouverneur Carly, ça va, empêcher jusque-là, et les gouverneurs militaires, pour moi, c'est une question de loi. On ne peut pas continuer avec l'état des sièges qui n'apporte même pas ses fruits, et surtout par rapport à l'aspect juridique, constitutionnel de la chose. Donc, il nous faut un gouvernement civil. Sinon, déclarons la guerre. Il n'y a pas de problème, c'est l'article 86. Même si on déclarait la guerre, Carly peut rester là, ou bien le gouvernement civil peut rester là, et on a les militaires qui font leur boulot. Par exemple, en Ukraine. Vous avez bien compris qu'en Ukraine, on a encore des maires de villes. On a encore, entre guillemets, des autorités pratiquement civiles, et pourtant, ils sont en guerre. Donc, au fond, ce qui m'intéresse, madame, pour la population, selon moi, c'est le résultat. Que ce soit les mots état des sièges, état de guerre, tous ces mots-là, est-ce que nous pouvons avoir la paix? Est-ce que le président de la République peut venir avec tout le moyen nécessaire, comme il est le garant de la nation, comme il avait d'ailleurs promis? Lui-même avait dit qu'il ne se considérera pas président tant que la guerre ne sera pas finie. Ouais. Mais apparemment, les paroles ne valent plus la peine. C'est ça la classe politique que vous parlez, vous dites. Si c'était un Japonais, il allait faire les harakiri. C'est tué parce qu'incapable de respecter sa parole. Non, on doit avoir des gens qui ont encore des valeurs panafricaines.
Donc en Afrique, sous l'arbre à palabres, la plupart des fois on ne signait pas. C'est qu'on se disait sous l'arbre à palabres, c'était des ordres. Dès qu'on est ensemble, et si tu ne respectes pas, tes ancêtres vont te condamner. Toi-même, tu dois te condamner. La parole a de la valeur. Mais les politiciens actuels, comme tout le monde les sait dans la rue, leurs paroles ne valent même plus la peine. On les écoute tout en sachant qu'ils ne vont presque rien faire. C'est ça que nous voulons changer. Je vous ai dit toute cette classe politique. Nous comprenons que Dadi Saleh va postuler pour apporter les changements. Comme beaucoup de jeunes. Ce n'est pas nécessairement Dadi Saleh. Nous sommes en train de préparer tout un tas de jeunes vaillants, capables. Et c'est une grande préparation, madame. Au Congo, à l'étranger, et un peu partout. Pour que nous puissions... On ne peut plus continuer à nous appeler les bichouchous, comme s'il y a des gens qui n'ont pas de solutions. Donc, s'il vous plaît, quand on dit postuler, nous allons postuler. Et les gens vont être surpris. Nous devons changer cette nation. Les Congolais, je n'ai pas dit Dadi Saleh seul. Non, les Congolais. Et je sais que parmi les journalistes, parmi beaucoup de gens, il y a des gens qui aiment la nation. Donc, je pense que si on ne change pas la structure, c'est-à-dire que de toutes les façons, il y a un jeune qui pense qu'il va encore entrer dans des partis politiques, qu'il va être député. Non, ça c'est juste pour être député. Et tu peux passer, mais tu vas aller changer quoi dans ces partis-là? Presque rien. On a nos vaillants que je ne cite pas, certains députés qui sont quand même passés à Goma, parce que beaucoup de gens ne sont pas passés, mais on a quand même certains députés qui sont passés. Oui, notamment. Ok, non, je ne cite personne. Non, je ne cite personne. S'il vous plaît, vous risquez de m'énerver avec ces noms-là. Donc, je pense effectivement... De Goma qui je ne parle pas des jeunes, je parle des structures. Ils ont bien compris qu'entrant dans certaines structures, ils se battent. Mais il n'y a pas de grande solution. Tout simplement parce que le combat est plus grand qu'un simple député, qui est très important. Le combat est plus grand qu'un simple président. Pour que les gens me comprennent. C'est une structure qu'on doit changer. Donc nous sommes en train de nous constituer en une structure, madame, extraordinaire pour la population. Et les gens vont être étonnés. C'est parce que nous n'avons plus le temps. Alors j'allais vous demander d'évaluer le travail, notamment de nos élus de Goma, les Watoto à Goma, notamment Monyomo et Josué Moufoula, Iber, Fukuda. En général, c'est 20%. En général, c'est 20%. Il y en a qui s'en sortent un peu bien, mais ils sont coincés. Par exemple. Encore une fois, je ne préférerais pas citer des noms. Mais pourquoi? Dans ces sens-là. Vous avez peur non, je n'ai pas du tout peur. Des Comment je vais avoir peur de ces gens-là, madame? Apparemment, vous ne me connaissez pas. Mais c'est juste parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Les députés en République démocratique du Congo, les 500 députés que nous avons moins de 10% des députés qui font leur travail comme ils font. Comme il faut. Moins de 10%. En grande partie, ce sont des wiwistes. Des gens qui acceptent toutes les décisions de leur autorité morale, des opportunistes. Quand il y a un petit truc là, les enseignants, les etc., ils sautent sur les opportunités et ils veulent se faire valoir comme si c'est eux qui ont trouvé des solutions. Donc, laissez-moi rester d'abord global, puisque le peuple congolais n'a plus besoin de petits débats individuels. Merci professeur Dadi Saleh, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors fidèles téléspectateurs, nous étions avec le professeur Dadi Saleh, acteur politique, dans l'entretien d'aujourd'hui. Alors on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.